Une odeur de morue séchée et de fumée de bouleau flotte dans la cour, où gît dans la neige une barque démontée, tandis qu'à côté, du cavasse jaillit d'un tonneau. Un festin pour célébrer la paix entre deux clans. Les hommes posent leurs couteaux sur un banc, les femmes étendent leurs capes de laine près de la chaleur. Le grincement d'une porte vient troubler le silence. On apporte un coffre contenant des cadeaux, surmonté d'un rouleau de parchemin. Aujourd'hui, l'union matrimoniale doit effacer une vieille rancœur. Mais le prêtre se tient déjà sur le seuil avec la liste des annonces de mariage, et le fonctionnaire Lagman avec le livre des statuts. Avant d'unir les deux familles, ils doivent vérifier leur consentement, leur âge et leur parenté. Les feux crépitent, les couteaux se taisent et le papier commence à parler. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et je vous souhaite une bonne écoute. Nous verrons ensuite comment les terres du Nord, où l'on avait l'habitude de croire au sabre, ont unifié leurs coutumes en une seule loi, et comment la loi royale et les statuts ecclésiastiques se sont interposés entre l'honneur des clans et les corps des vivants. La Norvège hivernale respire lentement. Les fjords sont recouverts de glace. Les routes sont enneigées. Chaque erreur, sans l'eau froide et la laine mouillée. Dans de tels endroits, un mariage n'est pas seulement une joie, c'est une trêve, un échange d'otages, un accord sur le passage le long des rochers et le droit de sécher ses filets sur la rive étrangère. Avant la réforme royale, chaque district avait ses propres lois. Gulating, Frosteting, Borgerting, Idzuveting. Dans certains livres, on vénère les anciens pour leurs paroles rituelles. Dans d'autres, on se tourne vers l'Église. Dans d'autres encore, on laisse la place à des accords entre clans. La logique générale est rigide. La famille protège ce qui lui appartient. Les anciens calculent les avantages. Et le corps humain fait partie des biens que l'on échange pour la paix. La chronique conserve les traces sèches de ces décisions. Des notes sur les rachats, des listes de dons, des lettres sur le retour des épouses volées. Et à côté, des notes de médecins sur les fièvres hivernales, sur la faiblesse après de longues traversées, sur les enfants nés d'une union conclue avant le consentement de l'Église. Ces faits sont froids et effrayants parce qu'ils sont courants. Dans les livres ecclésiastiques, une autre carte du monde se dessine en parallèle. Là, l'union matrimoniale n'est pas un échange de biens, mais le consentement de deux adultes qui doit être confirmé publiquement. La porte de l'Église, les promesses de mariage prononcées 3 fois devant les gens, les témoins, les questions sur la parenté et la liberté ne sont pas de belles paroles, mais un réseau de contrôle.
La charte stipule l'inadmissibilité des menaces et de la contrainte. Le seuil de maturité, en dessous duquel la promesse de mariage n'a pas de valeur, sans une vie commune différée. Le droit de refus si le consentement a été arraché par des cris. Ces phrases ressemblent à un fil ténu contre les cordes de l'honneur clanique. Mais ce sont elles qui transforment les rumeurs en faits et les faits en écrits. Chaque année, les chancelleries monastiques et les tribunaux épiscopaux liaient soigneusement les clans avec du papier. Interdiction des accords secrets sans publicité. Reconnaissance comme nulle des mariages conclus sous la menace. Exigence de reporter la cohabitation jusqu'à l'âge que l'Église considère comme mature. C'est dans ce contexte qu'apparaît le roi, que les chroniques appellent l'agabète, le réformateur des lois. Sa tâche n'est pas d'embellir la vie, mais de rassembler des règles disparates en un code unique. Les listes royales contiennent des articles qui retirent le contrôle des mariages des seules mains des aînés. Désormais, l'annonce du mariage doit être faite à l'église et non derrière les portes closes du manoir. Désormais, le consentement n'est plus un geste en présence de l'oncle, mais une confirmation publique de deux adultes devant le monde. Désormais, ce ne sont plus les cris des anciens qui tranchent en cas de doute sur l'âge, mais l'examen et le témoignage de ceux qui ont vu grandir et élever l'enfant. Ces lignes ne sont pas tendres, elles sapent l'autorité habituelle de la famille, transférant le pouvoir à la loi et au tribunal. Le premier revirement préparé se produit là où les clans ont l'habitude de gagner par la force. Les anciens, offensés par le refus, sortent le mot « honneur ». Il résonne fort autour du feu, mais faiblement dans le cœur des parchemins. Car le fonctionnaire a entre les mains le registre des annonces. Le prêtre a les documents attestant de la vérification de la parenté. Et les témoins ont la conviction que leurs noms ne mentent pas. Toute tentative de rétablir l'ordre de son propre chef risque de devenir un crime contre la paix royale. Dans ce système, l'honneur est archivé comme une clause restrictive. Il y a eu des pressions, des menaces, des tentatives de perturber la cérémonie publique. Ensuite, la machine se met en marche. Amende, pénitence, si nécessaire, interdiction de vivre ensemble jusqu'à une nouvelle annonce publique et un nouvel accord sans tâche. C'est froid et humiliant pour ceux qui ont l'habitude de décider soudainement. Mais c'est précisément cette froideur qui sauve du carnage des fjords. Pendant ce temps, la réalité repose sur les corps. Dans les villages, les femmes adultes cousent des serviettes de mariage et connaissent le prix du froid matinal dans une maison non chauffée. Les hommes adultes se tiennent sur la glace, tirant les filets, et savent combien il est facile
de tomber dans l'eau noire. Dans leur vie, il n'y a pas de place pour la liberté nocturne romantique que les récits tardifs aiment tant. Là où l'Église et la volonté royale prescrivent de reporter la vie commune jusqu'à la maturité, ce n'est pas une question de morale, mais de santé. Une charge trop précoce détruit les ménages. La femme tombe, l'enfant tombe, la maison tombe. La chronique n'embellit pas ses chutes, elle se contente de consigner les décès hivernaux et de noter que là où l'ordre est respecté, le corps survit jusqu'à la prochaine chasse. C'est pourquoi la formule annonce, témoin, report sonne comme une humanité austère. Son but n'est pas d'apprivoiser la passion, mais d'empêcher les accouchements de jeter des êtres vivants sous les roues du commerce mondial. Le deuxième revirement préparé est le langage des intermédiaires. Entre les clans et l'Église s'interposent des personnes dont les chansons tardives ne se souviennent presque plus. Les lagmones, les scribes paroissiaux, les notaires monastiques. Ils ne portent pas d'épée, mais ils contrôlent le temps. Leur pouvoir consiste à fixer la date de la publication, à vérifier l'absence d'obstacles, à enregistrer le refus sans effusion de sang. Leur travail n'est pas glorieux, mais il comporte des risques. Toute erreur est un motif suffisant pour se retrouver avec un couteau dans le dos. Et pourtant, ce sont eux qui rendent possible le passage le plus important du siècle. De « c'était comme ça chez nos grands-pères » à « c'est ainsi que c'est écrit pour tous ». Dans ce rôle sobre, on entend comment le Nord cesse de ne décider qu'à coups d'épée et commence à compter. Le troisième tournant préparé est la confrontation avec les chiffres bruts de la famine. En hiver, lorsque les villages maigrissent et que les réserves s'épuisent, les anciens poussent plus souvent à des mariages rapides afin d'unir les greniers. L'Église répond par une formule de report, le roi par la menace d'une amende et de la privation du droit à la paix. Les couples sont annoncés, les cadeaux sont remis, le pont entre les maisons est construit, mais le lit commun est reporté jusqu'à une date considérée comme sûre. Pour les clans, cela semble être une faiblesse. Pour la ville et la côte, c'est une assurance. Et quand une bagarre éclate malgré tout sur la glace, le tribunal dispose déjà d'une liste d'infractions qui ne laisse aucune place à l'honneur. La paix n'est pas maintenue par la prière ou l'héroïsme, mais par la comptabilité des rites. C'est ainsi que se compose la chronique nordique, aride et inquiétante. Le mythe aime raconter qu'ici, tout se réglait toujours à l'épée. Le document montre autre chose. L'épée était remplacée par le papier et les statuts, et ceux-ci l'emportaient de plus en plus souvent. Dans la partie suivante, nous verrons comment cela fonctionne dans la pratique. La fête pour la paix se transforme en enquête, les anciens appellent leurs proches aux armes, et à la porte du temple reste un tableau avec la troisième publication,
un fil fin mais solide sur lequel repose la vie humaine. Avec les premiers signes du dégel, la fête de la trêve se transforme en examen de l'affaire. À la porte de la paroisse est accrochée une planche encadrée avec les proclamations. Les noms des adultes sont prononcés à haute voix 3 fois au cours de différentes semaines. Les témoins sont notés. La parenté est vérifiée à partir des notes des prénoms de baptême. Un rouleau est attaché au coffre contenant les offrandes, sur lequel sont énumérés les manteaux de laine, le sel, le poisson séché, l'apport de la future pêche et le droit de sécher les filets sur le rivage étranger. Tout semble prêt. Les clans ont échangé des gages. Aucun sang n'a été versé pendant l'hiver. Mais une plainte a déjà été déposée discrètement, sans cri. L'un des anciens, en retirant son couteau de la table, a fait signe que l'accord avait été obtenu sous la menace de rompre un ancien traité sur les pâturages. Là où l'on brandit habituellement l'épée, on brandit ici la plume. L'Hagman ordonne de reporter la célébration jusqu'à l'examen de la plainte. Le prêtre constate que la vie commune ne peut commencer tant que le consentement n'a pas été confirmé sans pression. Le festin s'interrompt un instant. L'odeur du kvass et de la fumée flotte dans l'air, et sur la neige se dessine une ligne sombre derrière laquelle commencent les fjords. L'ordre instauré par la Charte royale fonctionne avec une précision effrayante pour les clans. Tout d'abord, le greffe demande aux témoins de confirmer que chaque annonce a été faite sans cri ni agitation, que les 2 adultes étaient présents et se tenaient à l'écart de ceux qui détiennent le pouvoir du clan. Ensuite, le greffier paroissial déplie la liste des degrés de parenté interdits, vérifie les prénoms de baptême, demande au monastère d'envoyer des extraits si quelqu'un a été apprenti dans le monastère. Si un doute surgit quelque part, l'annonce est répétée et la consommation est reportée comme une action qui ne dépend pas de l'honneur ou de la faim, mais de l'âge et de la liberté. Cette machine ne rend pas les gens meilleurs. Elle empêche simplement les vieilles habitudes de briser les vivants dans l'étau de la transaction. Dans le journal du médecin, on trouve ces lignes laconiques pour ces semaines. Moins de chutes dues à l'ivresse la veille du mariage, moins de coupes portées en hiver à cause de clauses controversées, moins de femmes couvertes de bleu dans la maison où on les a précipitées pour rétablir la paix entre les hommes. Le premier coup porté à la nouvelle norme vient de la manière habituelle. Les anciens, offensés que leurs paroles aient été retirées à leur porte, commencent à rassembler les gens sur la langue de terre gelée. Ils placent des boucliers sur les bateaux et de la paille bruisse dans leurs vestes pour les garder au chaud. Ils parlent de l'honneur de la famille et du droit ancestral de la conspiration. Mais au lieu de répondre de la même manière, les médiateurs paroissiaux apportent au quai un parchemin portant le sceau de l'évêque. Les rumeurs ont été entendues, les menaces ont été documentées. Le moindre mouvement vers un mariage arbitraire sera considéré comme une atteinte à la paix royale et sera puni d'une amende
et d'une excommunication. Ici, le pouvoir d'un sceau étranger est plus redoutable que celui d'une épée étrangère. Les familles ne sont pas prêtes à perdre le droit de commercer le sel dans le port le plus proche et craignent de se retrouver sans prêtre dans le village pendant le long hiver. Quelques navires partent quand même vers les lagunes pour inquiéter les voisins, mais reviennent sans butin. Les listes de péage comportent désormais une ligne sur l'arrestation de ceux qui enfreignent le nouvel ordre. Là où hier encore l'odeur du sang sentait la fête, aujourd'hui ça sent la corde mouillée et le poisson pourri. S'ensuit alors une bataille encore plus acharnée, celle du bon ton. Les partisans des anciens tentent de contourner le code, non pas par la force brute, mais en intervenant sur le langage. Ils distribuent des tracts dans lesquels ils affirment que la publicité ecclésiastique est une affaire vide de sens, si la lignée est ancienne et glorieuse, et que le consentement est insignifiant si la décision est prise pour la paix. La chancellerie et le monastère répondent autrement. De brèves instructions sont envoyées aux paroisses, où l'on explique sans sermon comment vérifier la liberté de volonté sans humiliation, comment reporter la vie commune sans stigmatisation, et comment écouter un refus sans risque pour le corps. Ces règles sont simples et froides. Les témoins ne sont pas des parents en ligne directe. La lettre de refus doit être sans détail, mais avec un cachet. La dot, remise en échange de la publicité, doit être restituée s'il s'avère qu'il y a eu pression. Les clans considèrent cela comme une ruse. Les gens qui vivent sur les sentiers de montagne et connaissent le prix d'une mauvaise couture y voient une protection contre le précipice. Dans l'affaire qui a donné lieu à notre récit, tout se complique encore davantage. Dans le litige frontalier concernant un pâturage aussi vieux que les eaux sur les pentes, on découvre une clause cachée. Le droit de passage sur le terrain est strictement lié à la conclusion d'une alliance. Selon une ancienne coutume, cela a toujours été ainsi afin de protéger les ponts et les gués. Selon la nouvelle réglementation, un tel lien est considéré comme un piège. Le contrat foncier et le contrat familial doivent exister séparément, sinon le consentement se transforme en rachat. Cette disposition, inscrite dans le Code, porte atteinte à la technique habituelle de paix entre les maisons. Désormais, la paix ne peut plus s'acheter avec son corps. Les anciens qualifient cela de stupidité, mais les médiateurs ont sur leur table les registres hivernaux des décès et des blessures qui ont rendu ce changement possible. Lorsque l'on met dans la balance le nombre de corps sauvés, le mot « honneur » devient plus léger qu'un glaçon. Puis la famine frappe. Au printemps, le sel devient plus cher, la pêche est moins bonne, la glace fond plus tard.
les anciens tentent à nouveau d'imposer un mariage rapide afin de vider les greniers et de survivre à la saison. Lagman, suivant la lettre, propose une autre voie. Échanger les gages dans la partie patrimoniale de l'Union maintenant et reporter la vie commune jusqu'à ce que l'Église reconnaisse le seuil de la maturité. La fête se déroule dans le calme, sans agitation, avec une courte prière et une longue liste de choses à faire. Pour les gens habitués à associer l'union à un signe charnel, cela semble étrange et froid. Mais le livre royal est écrit de manière à ce que la vie résiste au froid et à la faim. Dans les semaines à venir, le registre médical contient moins d'entrées lourdes et le registre paroissial moins de troubles. Le langage sobre des lois, qui semble étranger aux sagas, sauve plus de vies que le fracas des lances. Quelques nobles grognent près de l'âtre, mais ils ont trop de dettes envers la cour royale pour lancer un défi ouvert. La deuxième source de tension réside dans les menaces cachées. Sous le couvert de disputes entre pêcheurs, des personnes capables d'agir dans l'ombre se rapprochent de la maison du médiateur. Certains pensent qu'en s'en prenant au détenteur du sceau, ils s'en prendront à l'ordre lui-même. Mais le système est organisé différemment. Les pouvoirs sont répartis de telle sorte qu'aucune personne ne détient la clé unique. En éliminant une seule personne, les contrevenants n'annuleront pas la publicité, ne réécriront pas les prénoms, ne retireront pas les sceaux. Mais ils laisseront certainement leur empreinte. La violence contre le médiateur est un crime direct contre la paix. Plusieurs hommes de main du Konung, occupés pendant l'hiver sur la côte, avaient déjà une liste de ceux qui aiment faire peur la nuit. Ils sont amenés devant le Lagman, non pas pour un procès exemplaire, mais pour rendre des comptes. Tu as enfreint une fois, tu as enfreint 2 fois, tu paieras tant, et si tu ne payes pas, tu perdras ton droit de négocier. La chronique, composée de lignes froides, tire à nouveau la couverture sur la légende du Nord qui décidait par l'épée. Le plus difficile est d'admettre que les nouvelles normes brisent non seulement la fierté, mais aussi les rythmes habituels des corps. Les gens qui vivent dans les montagnes et sur les côtes sont si pauvres que tout report semble être un luxe. Et pourtant, c'est précisément ici que la formule ecclésiastique annonce consentement, vérification report, montre qu'il ne s'agit pas de morale, mais de survie. Dans les foyers où la cérémonie a été célébrée à la lettre et où la vie commune a été reportée, il y a moins d'évanouissements hivernaux, moins de fugues nocturnes, moins de cris qui se transforment ensuite en vengeance entre parents. Cela n'efface pas la douleur. Les bateaux continuent de se briser sur les rochers. Les gens qui n'ont pas assez de bois continuent de geler dans leurs tanières près de la forêt. Et au printemps, il manque toujours du sel. Mais là où le livre royal et la porte de l'Église ont empêché les gens de vendre leur corps pour un sac de céréales,
Le printemps arrive sans conte sanglant. Lorsque le clan, habitué à prendre les choses par la force, comprend que ses manœuvres habituelles ne fonctionnent pas, il tente de s'emparer du langage. Il qualifie le report de humiliation, les médiateurs de vendus, les annonces publiques de l'Église de chansons creuses. En réponse, la chancellerie royale fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle multiplie la transparence. Dans chaque paroisse, un tableau indique les dates des publications. Dans chaque affaire judiciaire, une note concise mais claire fait état des menaces et des refus. Dans chaque litige foncier, une colonne distincte précise que le contrat de mariage ne lie pas la terre. Ces détails ne passionnent pas, ils lassent. Mais c'est précisément la lassitude du mythe face à l'ennui du papier qui sauve les gens de devenir une fois de plus une monnaie d'échange. Et là où l'on tente à nouveau de les appeler dans le fjord avec des lances, les attend une liste de fêtes religieuses et d'amendes qui frappent plus durement que l'épée le grenier d'hiver. L'affaire, qui a commencé par un festin glacial, ne se termine ni par une chanson, ni par une exécution. En présence de témoins, on annonce que le consentement a été confirmé sans pression, que la parenté a été vérifiée, que la partie patrimoniale a été exécutée et que la vie commune commencera après le seuil que l'Église considère comme mature. De nouvelles serviettes et des manteaux chauds sont posés sur le banc, signe que la maison est prête à accueillir une personne non pas comme un gage, mais comme un participant. Les anciens grognent, les jeunes rient sous cape, les médiateurs cachent discrètement les copies des actes dans des coffres. Ce n'est pas la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de la procédure sur l'habitude, de la froideur du papier sur la fièvre rituelle. Sur la glace, où les bateaux auraient pu se heurter, il n'y a plus rien. À la porte du temple est accrochée une nouvelle ardoise avec les annonces pour le prochain couple. Le rythme d'un monde où l'on garde l'épée dans son fourreau, non par lâcheté, mais parce que la crainte pour la grange et la paroisse est plus importante que la fierté, se poursuit. Dans la partie suivante, nous verrons comment ce rythme survit à la tentative des anciens de rompre l'alliance. Comment la loi royale apprend à écouter publiquement le refus, et comment les médiateurs, habitués aux menaces, transforment le langage de l'honneur en un acte scellé, après quoi le fjord reste calme même pendant le printemps affamé. L'eau printanière détache le bord de la glace de la pierre, et la route vers les Tengam est à nouveau ouverte. Sur la place où l'on mesure habituellement les cordes pour les amarres, on installe des bancs. À côté, on pose des rouleaux de parchemin, des bacs à sable pour verser le sable, des sacs en cuir avec des seaux. L'affaire du mariage, commencée en hiver comme un festin pour la paix, est transmise pour examen, dans lequel il n'y aura ni chanson ni beau discours. Tout ce qui concerne ce litige est déposé sur la table. Les notes prises par les 3 témoins à la porte de l'église, la liste des témoins dont l'âge ne fait aucun doute, les notes du scribe du monastère
sur la vérification de la parenté, le registre des cadeaux échangés avant la cérémonie et la plainte concernant les pressions exercées. De l'autre côté, les anciens déposent l'accord de délimitation des pâturages, où la terre et la famille sont liées par une ancienne coutume. Un vent froid souffle, et cela permet de mieux comprendre que ce n'est pas de l'honneur et de la honte dont il est question, mais de la manière de passer l'hiver prochain sans effusion de sang. La machine du nouvel ordre se met en marche sans un mot. Les médiateurs démêlent tout ce qui a été fait correctement et tout ce qu'on essaye de déformer. Le premier point concerne les annonces publiques. Elles ont été faites 3 fois, à des semaines d'intervalle, à la même porte, avec les mêmes noms d'adultes qui se tenaient à côté, mais pas à la portée des aînés. Les témoins le confirment par écrit. Chacun d'entre eux porte la mention de sa majorité et de son domicile. Le deuxième élément est le consentement. Il est consigné dans une formule qui ne contient ni menace ni réserve concernant la terre. Le troisième élément est la vérification des obstacles. Le recensement monastique des noms de baptême ne révèle aucune proximité interdite. Le quatrième élément est la partie patrimoniale. La part offerte est décrite de manière exhaustive. Capes, sel, poissons, porte des futurs prix, droite de sécher les filets sur le rivage. Tout cela ressemble à une affaire dans laquelle il n'y a rien à redire. À l'exception d'une chose, la plainte concernant la pression, qui l'emporte sur toute la beauté de la forme. À partir de ce moment, les rouleaux cessent d'être un simple arrière-plan et deviennent une arme. Les anciens répondent par leur manœuvre habituelle. Ils sortent du coffre un document qui combine le droit de passage et l'union. Selon l'ancienne coutume, cela semblait raisonnable. Relier les maisons et les sentiers par un seul nœud afin d'éviter les querelles au col. Mais dans le nouveau code, un tel nœud est considéré comme un piège, car il transforme l'homme en clé de la porte. Les médiateurs placent 2 documents côte à côte. L'un est votre coutume, l'autre est l'article royal, qui stipule que le contrat foncier et le contrat de mariage ne peuvent être conditionnels l'un à l'autre. C'est là le premier fossé profond entre la coutume et la loi. La coutume dit « c'est plus simple et plus rapide ». La loi dit « ce n'est pas possible, car alors le consentement cesse d'être libre ». La rupture ne se fait pas à travers de belles paroles, mais à travers l'économie. Si l'on ne peut acheter le passage qu'avec son corps, alors le corps est une monnaie, et il est facile de payer avec la volonté d'autrui. La chancellerie royale, habituée aux crises hivernales, n'exerce pas de pression par les cris, mais par le calendrier. Le Ting n'est pas dissous avant la nuit, les annonces ne sont pas annulées, mais prolongées. Le prêtre annonce que la vie commune ne commencera pas avant que le consentement sans pression
ne soit confirmée. Ce n'est pas une punition, mais un frein. Au même moment, le lagman se réfère à ce qui, dans ces contrées, est tout autant respecté que l'épée, l'ordre des travaux et la saison commerciale. Tout rapprochement arbitraire entre les clans sous la menace des armes risque de perturber la pêche estivale et les échanges automnaux. Les amendes prévues dans le Code ne visent pas à punir les mœurs, mais à protéger le calendrier de travail. Si vous payez, vous perdrez votre bois de chauffage. Si vous ne payez pas, vous perdrez votre droit de commercer dans le port. La froide comptabilité semble plus effrayante qu'un sermon, car elle laisse entrevoir une côte glacée où il n'y a rien pour alimenter le poêle. En parallèle, la machine ecclésiastique se met en marche. Le bureau épiscopal envoie une brève note aux paroisses du fjord. Comment vérifier le libre arbitre sans humilier? Comment enregistrer un refus? Comment reporter la vie conjugale jusqu'au seuil de maturité que l'Église considère comme sûr? Et comment séparer les transactions immobilières et la forme familiale afin qu'elles ne s'étouffent pas mutuellement? Chaque point constitue une protection formelle contre la violence. Les parents directs ne peuvent pas être témoins de la liberté. Le refus est enregistré sans détail afin de ne pas transformer la vie en spectacle. La part gratuite est restituée si une pression est exercée. Le sacrement n'est pas célébré si au moins un maillon est contesté. Et la vie commune est reportée, non pas pour des raisons morales, mais en vertu des statuts. Les anciens appellent cela des paroles vides, mais les personnes qui marchent sur la glace comprennent. Un ordre où l'adulte a le droit de dire non sans effusion de sang n'est pas un vide. C'est une assurance contre les raids nocturnes. Pendant ce temps, la réalité fait son œuvre. Dans les cabanes, ça sent le chou aigre. Le bois s'épuise plus vite qu'il ne se renouvelle. Les femmes ont des cernes sous les yeux. La peau des hommes se craquelle à cause de l'eau salée. Tout report semble être un luxe, et pourtant, c'est précisément ici qu'il devient évident que le Code ne protège pas les mœurs, mais le corps. Les conteurs aiment effrayer avec les mots « honte » et « débauche », mais les notes médicales en disent autrement. Mourir d'évanouissement la première nuit, alors que la maison n'est pas prête, est une honte pour la famille, tout comme perturber la tranquillité du fjord. C'est pourquoi le langage de la maturité dans le Code fonctionne comme une ceinture rugueuse. Il maintient l'union jusqu'à ce que la maison, les gens et les corps ne se brisent sous le poids de la précipitation. Là où la formule annonce, témoin, vérification, report a été respectée, il y a moins de violence hivernale, moins de fuites, moins de visites nocturnes de parents pour ramener à la raison, après lesquelles s'étendent des années d'inimitié. L'opposition, ne trouvant pas de scène pour un beau couteau, passe à des tentatives cachées. Sous le couvert de querelles de pêcheurs, des personnes à la mémoire longue s'approchent des maisons des médiateurs.
Il compte que la peur remplacera le sceau. Mais l'ordre royal a réparti les clés de telle sorte qu'il ne suffit pas d'enlever une seule. Les annonces sont lues par différents prêtres dans différentes paroisses. Les documents sont conservés en copie au monastère. Le lagman est responsable des délais et des amendes, et non de l'honneur d'une maison en particulier. La décision n'est pas signée par une seule personne. En renversant un pilier, le contrevenant se heurte à un autre, et chaque contact laisse une trace. Les listes des taxes portuaires contiennent déjà les noms de ceux qui aiment l'obscurité, et ces noms sont chers en hiver. Privés du droit de décharger le sel, les maisons resteront sans saveur et sans possibilité de fumer le poisson. Là où la légende aime parler d'une lame, le document montre une corde qui coupe plus silencieusement et plus profondément. L'accès quotidien au port. Un nouveau nœud apparaît ici. La tentative de revenir à l'ancienne forme de enlèvement. Dans la vallée voisine, quelqu'un tente d'organiser une fuite commune pour sauver l'amour, afin d'échapper à la publicité et au contrôle. Le Code ne répond pas à cela par du romantisme, mais par un terme sec, enlèvement violent, violation de la paix, tentative de priver une personne de son droit de refus public. Les coupables ne sont pas amenés sur la place publique pour le spectacle. Ils sont conduits à la table où sont inscrites les peines. Ils paieront tant pour violation de la paix, tant pour menace à l'encontre d'un intermédiaire, tant pour transfert illégal. L'odeur du sang dans ce système cède la place à celle de la laine mouillée et de la résine brillante. La paix vaut mieux que le spectacle, et l'argent pour la maison est plus important que les cris pour la saga. Alors que les anciennes pratiques disparaissent dans le fjord, le débat sur l'âge s'intensifie au Ting. Les aînés tentent d'utiliser le minimum requis par l'Église comme un levier. Ils disent que le statut autorise l'union si le seuil minimum est atteint, donc qu'il est possible de précipiter les choses. Les médiateurs répondent que le Code lui-même rend obligatoire la publicité, la vérification de la liberté et le report de la vie commune, jusqu'à ce que la paroisse constate sans aucun doute les signes de maturité. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots, mais d'une tentative d'éviter une charge excessive pendant une année de famine. Les personnes habituées à des frontières claires ont du mal à accepter une mesure flexible. Mais la mesure est flexible parce que la vie est flexible. Un adulte est plus fort qu'un autre. Un hiver est plus doux qu'un autre. Une maison est prête plus tôt. Une autre tient à un fil. La règle écrite par le roi reconnaît cette inégalité et est donc plus forte que toute honneur et honte. Elle n'exige pas un calendrier de passion, mais un calendrier de soins. Les anciens attirent une fois de plus vers le rivage les personnes qui aiment entendre parler de
honneur bafoué et tentent de forcer le Ting à accepter une exception. Mais le Ting, où ne siègent pas seulement les voix des anciens, n'écoute pas la colère, mais les registres. Là, ceux qui mouraient en hiver après des unions précipitées, là, les maisons qui s'endettaient en essayant de combiner des greniers sans loi, là, le nombre de fois où la paroisse et le lagman rendaient des parts gratuites pour ne pas acheter le passage avec le corps d'un étranger. Au conseil, ce n'est pas une chanson qui retentit, mais une toux enfumée et le cliquetis des bâtons sur la glace. Les gens, dont les épaules se souviennent des pierres sur les pentes, décident que le silence vaut mieux que les cris. Aucune exception n'est acceptée. Et cette décision ne réjouit personne. Elle permet simplement à la semaine suivante d'arriver. Pendant ce temps, les couples qui reportent leur vie commune s'adaptent à un nouveau rythme. Il a sa propre douceur austère. Au lieu du spectacle nocturne, des serviettes chaudes et des imperméables sur le banc, au lieu des cris derrière le mur, un dîner léger, au lieu des regards étrangers, une courte prière et un parchemin caché dans un coffre, où il est écrit que les gens ne sont ni des pièces de monnaie, ni des pompes. Ce rythme est ennuyeux pour les conteurs tardifs, mais pour les médecins et les intermédiaires, c'est une victoire. Il n'exclut pas les malheurs, les tempêtes, les maladies, les chutes hivernales sont toujours là. Mais les listes de décès comportent moins de lignes où les causes sont disputes nocturnes le premier jour ou opprimés par leurs aînés. Cela ne rend pas le Nord bon, cela le rend supportable. Et pourtant, une nouvelle tempête se profile à l'horizon. Dans les paroisses lointaines, où il y a moins de parchemins et plus de montagnes, quelqu'un appelle les gens à reprendre l'ancienne chanson. Si la voûte royale brise la coutume, il faut briser la voûte. Pour cela, on rassemble des bateaux, on huile les arcs plus que d'habitude, on lève les boucliers. Une note sur la menace d'un massacre dans le fjord est déposée sur la table du lagman. En réponse, le cercle royal fait ce pourquoi il a été réuni. Rassembler différentes lois en une seule. Non seulement la paroisse et le Ting entrent en action, mais aussi la garde royale, qui a le droit de mettre fin à la violation de la paix avant qu'elle ne commence. Ce n'est pas une guerre pour la gloire, c'est une mesure préventive froide. Le navire avec les personnes qui voulaient parler d'honneur est intercepté à l'entrée de l'étroite embouchure du fjord. Elles ne sont pas désarmées dans la fureur. Elles sont classées par article. Des amendes, des interdictions temporaires, des otages au sens juridique du terme, non pas des personnes, mais des biens, et l'obligation de répéter la proclamation. Au lieu d'une chanson, il y a un conte, au lieu d'une épée, un sceau. Et cette issue est plus terrible pour ceux qui voulaient une scène. Ils ont été privés de spectateurs. À la fin d'une longue journée, le différend, qui a commencé en hiver comme un festin et s'est poursuivi au printemps comme un lourd rouleau, prend une tournure sobre.
L'accord est confirmé sans pression. Le contrat de partage est réécrit sans lien avec la famille. La partie patrimoniale est échangée de manière à ce qu'aucun objet ne soit soumis à la volonté d'autrui. La vie commune est reportée jusqu'au seuil que la paroisse reconnaît sans aucun doute comme mature. Les anciens, dont les mains ont manqué la lance, la rangent au mur. Lagman clôt l'affaire par une brève note dans laquelle il n'y a pas un seul mot pompeux. Le sceau épiscopal est apposé sur la feuille où est écrit exactement ce pourquoi la difficile réforme a été entreprise. Les terres Saga du Nord unifient leurs coutumes sous une seule loi. Et l'épée cède la place au papier. Non pas parce que le papier est plus fort, mais parce que le papier sait compter les gens vivants. Dans le paragraphe suivant, ce papier sera confronté à un défi encore plus difficile. La tentative de vendre le refus comme une insulte à la famille et de rétablir l'ancien prix du silence. Mais à ce moment-là, le code aura ce que la chanson n'a pas. L'habitude. Le jour même où les panneaux ont été discrètement retirés des bateaux à l'embarcadère, les anciens ont tenté de reprendre le contrôle perdu grâce à une nouvelle astuce. Ils ont qualifié le refus public de insulte à la famille et ont proposé de transformer le silence en marchandise. Ils ont laissé entendre aux intermédiaires qu'ils augmenteraient la part gratuite. Encore plus de sel, encore plus de cap, encore plus de droit de sécher les filets près du passage, pourvu que le papier perde sa force. La chancellerie n'est pas entrée dans la controverse. Elle a traduit le geste en article. Tenter d'acheter le consentement est une forme de pression. Et la pression dans les affaires matrimoniales est désormais considérée comme nuisible à la paix. Lagman a ordonné de formaliser cela comme une action passible d'une amende distincte. Le sceau épiscopal a été apposé à côté, non pas pour la honte, mais pour ramener la conversation vers des adultes dont les corps ne peuvent être les clés des portes d'autrui. Ceux qui avaient l'habitude de vendre leur honneur ont brutalement ressenti le froid de la loi. Le geste évasif est devenu une ligne avec un montant. Le montant est devenu une dette. La dette menace de priver l'accès au port. Là où l'on injuriait auparavant les moralistes, on injuriait désormais la corde mouillée sur laquelle on pouvait facilement se casser la main si l'on tentait d'entrer avec des marchandises un jour interdit. Afin de séparer définitivement la terre et la famille, les intermédiaires ont organisé un voyage vers les bornes frontalières. Tout a été fait sans belles phrases, mais avec une précision qui rendait étrangement plus calme. Les hommes adultes ont soulevé la chaîne. Les femmes adultes ont fait des marques sur les poteaux. Le scribe du monastère a déployé la liste des anciens passages. L'ancienne formule « passage avec l'union » a été rayée et réécrite. Passage selon le paiement et les délais. Union selon la publicité et la liberté. Échange de dons selon la liste sans condition
concernant le corps. Ce déballage pur et simple du nœud a indigné ceux qui étaient fiers de la rapidité des anciennes décisions. Mais il avait sa propre beauté difficile. Si le nœud ne coupe pas la peau, la vie est plus facile. Le même jour, le prêtre a affiché une nouvelle date sur la porte de la paroisse pour répéter la publication une fois de plus, afin que personne ne puisse dire que quelque chose avait été caché dans la fumée des fêtes. La consommation a été reportée. La loi exigeait d'attendre le moment que la paroisse reconnaîtrait comme mûre sans aucun doute, non pas d'après les cris des anciens, mais d'après l'apparence saine des gens et la maison où ils seraient conduits. La résistance a changé d'arme. Dans les maisons des intermédiaires, les lampes sont restées allumées jusqu'à l'aube. Des tracts y ont afflué, enseignant à mépriser les ruses monastiques et qualifiant le report de humiliation. La réponse fut méthodique. Dans chaque paroisse, de brèves instructions, rédigées de manière sèche, voire grossière, furent affichées au mur. Comment écouter un refus sans foule? Comment vérifier l'absence de menace? Comment séparer une transaction immobilière d'une forme familiale? Comment tenir des registres de manière à ce qu'ils ne puissent pas être déshonorés au Ting? Les notes médicales de ce printemps-là étaient particulièrement sévères. Combien de chutes dues au manque de sommeil ont été évitées grâce à la fin prématurée du festin? Combien de maux de tête ont été soulagés par l'eau et l'ombre? Car les coiffes de cérémonie ont été allégées conformément au règlement. Combien de visites nocturnes des raisonneurs n'ont pas eu lieu, car le droit de refus a été exprimé au public de manière calme mais claire. Ce n'était pas une victoire de l'éloquence. C'était une victoire du métier sur la violence habituelle, que l'on appelait autrefois l'honneur. Les tentatives d'incendier le fjord par une course de ravisseurs courageux n'ont pas non plus laissé de traces dans les légendes. Elles n'ont pas été accueillies par des lances, mais par des enregistrements. La prise de force a été enregistrée comme une violation de la paix. La menace contre le médiateur comme une deuxième violation. La tentative de transformer un homme en passage comme une troisième. Les adultes coupables ont été répartis en rangées, non pas pour le spectacle, mais pour le calcul. Telle est la peine, telle est la durée de l'interdiction de commerce, tel est le volume des dons à restituer. À côté se trouvaient les marques jurées de la milice, attestant qu'ils agissaient selon le code et non selon les liens de parenté de quelqu'un. Ainsi, le rouleau a absorbé la chanson avant même qu'elle ne soit chantée. Le nœud le plus tenace s'est avéré être l'âge. Les aînés voulaient prendre le minimum ecclésiastique comme un bâton pour faire pression. Les médiateurs ont tenu bon. Le seuil ecclésiastique n'est qu'un minimum. Et la vie exige des signes de maturité, compréhensibles sans humiliation, et un report légitime. Pour un printemps affamé, cela semblait être un luxe, mais c'est précisément à cette époque que le ciel a montré sa grâce cachée. Là où l'union était reportée comme une action et non comme une promesse. Les médecins avaient moins de décès prématurés en hiver
et moins de querelles prolongées dues à la violence nocturne sous le couvert du devoir conjugal. C'était l'argument le plus difficile à contester, car il ne s'agissait pas de beauté, mais de survie. Ceux qui tenaient les registres n'y voyaient pas une question de morale. Ils voyaient une diminution des lignes où figurait la mention « brisée par l'habitude ». Ting, fatigué du verbiage, n'écoutait pas les cris, mais le rythme du travail. Il voyait comment chaque exception arbitraire ruinait la saison, dérangeait le calendrier côtier, vidait les portefeuilles en amande et poussait les familles dans le gouffre de l'endettement. Il voyait comment chaque refus écrit, où personne n'était humilié, se transformait en silence. Et le silence apportait plus de poissons que les appels à l'ancienne vaillance. Lorsque les anciens ont tenté pour la dernière fois de qualifier le rapport de honte, Lagman a mis côte à côte deux listes. Les morts hivernales dues à la précipitation et les transactions printanières, où les familles ont conservé leurs filets, leurs bateaux et leurs mains parce qu'elles ont attendu la maturité. Après cela, la honte n'avait plus d'air. Le dénouement est venu sans tambour. Les adultes, dont les noms étaient affichés sur la porte de la paroisse, ont confirmé leur décision aujourd'hui, sans pression et sans condition. Les témoins ont apposé leur signature. Le nom du Lagman a été inscrit sur la feuille à côté du sceau épiscopal. Le cadastre a été réécrit de telle sorte qu'aucun maître de sentier ne tire le lit de quelqu'un. La partie gratuite reste en vigueur, mais ne presse pas l'homme comme une corde au poignet. La vie commune est reportée jusqu'au seuil de la maturité, reconnue sans contestation par la paroisse. Les anciens ont rangé leurs lances dans des coffres, car on ne peut pas entrer dans le port avec une lance, où l'attendent le sel et le droit d'exercer son commerce. Le fjord est resté calme. Dans les archives, à la place de la chanson, une nouvelle ligne est apparue. La loi du roi n'a pas vaincu les hommes, mais l'habitude de considérer les hommes comme des objets. Et dans cette victoire aride, il y avait un élan d'humanité. Certains rentrèrent chez eux en colère, d'autres fatigués, d'autres encore soulagés. Mais personne ne porta le corps d'un autre, comme la clé de la porte. Au bout de quelques semaines, le silence devint la norme. Des panneaux identiques avec les dates des proclamations furent envoyés aux paroisses, des copies des actes au monastère et des listes de ceux qui avaient été privés du droit d'importer du sel pour avoir tenté de contourner le code au port. Les sagas continueront bien sûr à chanter les louanges des lances, mais les gens qui gardent réellement les côtes se sont mis à chanter autre chose, le calendrier. Dans ce calendrier, tempête de neige, séchage des filets, lampes allumées et prières côtoyaient publicité et report. Les dossiers médicaux faisaient état d'une diminution du nombre de blessures et d'évanouissements hivernaux. La chronique des petites choses s'est avérée plus forte que les discours sur l'honneur. Elle n'enseignait pas à aimer, elle enseignait à ne pas briser. Et c'était beaucoup pour un endroit où un faux pas signifiait autrefois
du sang sur la pierre. Et pourtant, la fin de cette histoire ne concerne pas le papier, mais le choix. Le code a aidé, le sceau a protégé, les amendes ont fait réfléchir. Mais ce sont les gens qui devaient vivre dans le même fjord qui ont pris la décision. Les anciens auraient pu pousser les médiateurs dans un passage sombre, mais ils ont choisi de ne pas le faire, car ils se souvenaient du froid hivernal et connaissaient le prix de l'interdiction du commerce. Les médiateurs auraient pu transformer le droit en matraque, mais ils ont gardé la mesure, car ils voyaient les visages fatigués et les mains gercées par le froid. Le prêtre aurait pu qualifier le report de moral, mais il l'a appelé préservation de la paix, car il voyait les listes des morts, composées de ceux qui n'avaient pas supporté la volonté d'autrui. Ceux dont les noms étaient inscrits sur le tableau auraient pu céder aux murmures sur l'humiliation, mais ils sont restés dans le cadre, car ce cadre leur offrait un avenir sans visite nocturne. Les adultes ont choisi le silence, d'où le dernier mouvement de cette chronique. Le mariage légal, annoncé publiquement et librement confirmé, se dresse comme un brise-lames en pierre à l'embouchure du fjord. Il apaise la vague sans lui demander son avis. La consommation est reportée jusqu'au seuil de la maturité et est reconnue comme un événement qui n'appartient pas à un accord clanique, mais à la vie humaine. Le mythe selon lequel le Nord décidait par l'épée ne disparaît pas. Il est commode là où l'on veut oublier les comptes et les responsabilités. Mais le document maintient le cap, il fixe la maturité comme fondement de l'union, le consentement comme son souffle, le report comme son assurance. Et lorsque, la saison prochaine, une nouvelle annonce apparaîtra sur les portes, les gens ne verront pas la victoire d'un étranger sur leur volonté, mais un chemin compréhensible où il y a une place pour les loups, la pierre et le vent, mais pas pour le sang versé au nom de l'honneur. C'est ainsi que se termine ce récit froid, non pas par un cri, mais par l'ordre, non pas par un conte, mais par l'artisanat. Il n'y a rien de retentissant dans les lignes principales. Le parchemin est signé, le sceau apposé, les copies envoyées, la borne délimitant les terres est débarrassée de sa vieille peinture, le filet sèche sans querelle, les bateaux ne se heurtent pas dans l'étroite baie. La loi royale est restée sur le rivage, non pas comme une idole, mais comme un instrument. Elle a donné aux gens un luxe difficile. Vivre jusqu'au moment où la maison, les corps et la saison supporteront l'union sans se briser. Cela ne rend pas la vie plus facile, mais lui donne une chance. Et si, sur le rivage, on continue longtemps à débattre de la dignité et de la honte, derrière leurs paroles se cache la raison pour laquelle tout cela a été entrepris. La volonté des adultes de vivre sans le carnage du fjord et sans échanger les gens comme du grain. C'est cela la victoire, moins belle qu'une chanson, mais plus longue.